Sunday Night Production. Le triplé de la Groupama FDJ et Mathieu Van Der Poel enfin battu. C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongé dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz, présenté par LTDG depuis Lyon. Et ouais, on est à Lyon ce week-end, on s'est reposé, moi ça m'a permis de bien couper et de bien vous préparer le podcast aussi, de regarder un peu les courses du week-end. Du coup, je vous annonce le plan, un peu comment va le squelette de ce podcast. On va commencer comme d'habitude par les résultats de la semaine pour voir un peu ce qui s'est passé, il y a eu pas mal de courses. Ensuite, on ira faire un focus sur l'Amstel Gold Race, donc une course où Mathieu Van Der Poel a enfin été battu. On ira aussi après sur un petit débat, parce qu'il y a le 4e monument de la saison qui arrive avec Liège-Bastogne-Liège ce week-end. Et il y aura un beau duel, je pense, avec Van Der Poel et Pogacar. Du coup, qui pourra remporter Liège dans le débat? Ensuite, on ira avec les infos en vrac, pas mal d'infos, notamment sur le retour des blessés, tout ça. Et on terminera par l'actu Full Gaz avec un E. Est-ce que t'es chaud, Grégorito? Gros, mais je suis très chaud, je suis impatient de commencer, il y a pas mal de petites choses à dire. Et il y a la semaine préférée de l'année qui va commencer. Moi, vraiment, les courses ardennaises, c'était mon profil de coureur, tu sais, quand on courait. Et du coup, j'adore les regarder. Allez, alors je te propose qu'on parte directement avec les résultats en 2 spi. On peut commencer par une victoire française sur une course qui correspond vachement à la France finalement. C'est la Flèche Brabançonne, victoire de Benoît Cosnefroid devant Dylan Teuns et Tim Wellens. Donc il gagne au sprint et il succède à son coéquipier dans Languedon. Ouais, ça reste à la maison, ça reste chez Decathlon AG2R. Donc ça fait plaisir. Et ouais, une course qui sourit énormément aux Français. J'ai plus les stats, mais je crois qu'il y a déjà 6 Français vainqueurs sur les dernières éditions. Ouais, et puis Benoît, il avait fait 3 ou 4 fois podium déjà sur la course les dernières années. Donc c'est un peu sa course, tu vois, son profil. Ça fait plaisir de le voir comme ça, lui qui a bien le profil pour les Ardennaises, notamment là avec la Flèche Wallonne qui arrive et aussi Liège-Bastogne-Liège. Bon, je pense que ça va être dur vu les cracks qu'il y a, mais Pourquoi c'est pas aller possible. chercher un beau top 10 ou voire plus. Ouais, c'est ça, et en plus il l'a dit dans la presse, hein. Il a peut-être la recette pour battre Van Der Poel à ce qui paraît, donc on a hâte de voir ça. Bebe, t'as la pression, hein. On te suit, on te regarde. Il y avait aussi le triptyque des courses à Besançon là. Grand-Besançon, Dour-Jura là, les 3 ouais. courses. Ça a commencé par la classique Grand-Besançon avec la victoire de Lenny Martinez devant Victor Lancelotti et David Gaudu. Donc ça annonçait déjà un beau week-end pour la Groupama FDJ, mais on va y revenir au sommet de l'ascension. Lenny qui s'est montré plus fort que les autres tout simplement, et déjà deux Groupama FDJ sur le podium. Ouais, c'est exceptionnel, il était plus fort que David Gaudu, lui qui est censé être le leader de la Groupama FDJ, mais Lenny Martinez il est très fort, et d'ailleurs on en reviendra. Je suis pas sûr qu'il reste l'année prochaine. C'est quasiment sûr qu'il part selon RMC Sport. Et le lendemain, il y avait le Tour du Jura avec. D'ailleurs, on dit le Tour du Doubs. Moi, j'ai dit Doubs dans la vidéo. Non, c'est Tour du Doubs. Ouais, moi j'ai dit Doubs et je me suis fait incendier par des gars. Mais c'est bon, c'est compliqué vos noms de région. On peut pas. Non, Tour du Doubs. Ça va, mais ils ont mis un B, il sert à quoi? Les lettres muettes, ça sert à rien. Bref, lendemain, samedi, Tour du Jura. Et encore une super performance de la Groupama FDJ. Lenny moins présent, mais du coup, David Gaudu était là et allait s'imposer. Il sort de quelques semaines difficiles avec des chutes, les abandons successifs sur Paris-Nice et d'autres courses. Donc c'est trop cool de le voir arriver à ce niveau-là, quoi. Ouais, il a dit après à l'arrivée, il a dit la roue tourne et c'est cool de le voir, de se voir à ce niveau. À noter. Il a dit comme Ribéry. La roue qui tourne va tourner. Donc on n'est pas au football. Ils savent parler dans le vélo. Et à noter la belle place, deuxième place de Jordan Gega pour le team Total Energy. Ah, il marche, hein. Ça fait plaisir. Lui qui était aussi ici une Atlantique l'année dernière. Première saison en pro team et il fait 2, tu vois, entre Gaudu et Martin. Quand t'es un grimpeur français, tu fais 2 entre Gaudu et Martin. Tu te dis, alors peut-être. Non, c'est trop cool. Félicitations à toi, Jordan. En plus, trop sympa, ce mec, il a un mulet du feu de Dieu. Moi, je le trouve trop stylé. et puis voilà, non, trop content pour Jordan. Et il y avait aussi Il Giro d'Abruzzo, une course cette semaine à étapes. On a vu la victoire de Lutsenko devant le français Pavel Sivakov et Georges Bennett. Ce qui est drôle avec cette course, c'est que j'ai l'impression, il y avait la UAE qui s'est dit, cette petite course en Italie, on va aller tout défoncer. Ils sont allés avec une armada et ils se sont fait soulever par Lutsenko solo, genre. Et Sivakov aussi deuxième, ça fait plaisir de voir le français sur un classement général. Ouais, alors ouais, peut-être le premier français a gagné une course par étape depuis je sais plus combien d'années, mais depuis un bon moment, genre. Et on termine avant de terminer la semaine, je tiens à dire qu'il y avait Liège-Bastogne-Liège U23 cette semaine avec des Français alignés, mais les Français n'ont pas gagné malheureusement. C'est Blackmore Joseph qui a gagné devant Orin Robin et Jordan Nordhagen.
Donc voilà, belle course. Notez que Paul Magnier et Thibaut Gruel prenaient le départ. Thibaut a fait 14e et Paul a fait 15e. C'est cool parce que Paul qui fait 15 sur un Liège-Bastogne-Liège, même si c'est U23, ça montre qu'il grimpe bien. Et pour la suite, c'est quand même cool, tu vois. Pour des peut-être pas Liège, c'est compliqué, mais pour des Amstel ou des courses comme ça, c'est chouette, tu vois, de le voir faire ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, si, c'est cool. Moi, je suis content. Après, on aurait pu attendre peut-être un meilleur résultat aussi, mais non, une 14-15e place sur un Liège-Bastogne-Liège, même si c'est U23, c'est toujours bon signe pour la suite. Et ensuite, la semaine s'est terminée par l'Amstel Gold Race avec la défaite de Van Der Poel, mais surtout la victoire de Tom Pidcock, enfin, j'ai envie de dire, devant Marc Hirschi et Tige Benoît. Mais on va pas en dire plus, on va aller directement sur le focus, analyser cette course, t'es chaud? Allez, let's go. Donc Grégoire, on est parti pour l'Amstel Gold Race. Du coup, c'est notre focus aujourd'hui cette semaine. Donc une course qui n'est pas un monument, mais une course qui est quand même très importante dans le calendrier. Qu'est-ce que tu peux en dire dessus? Ouais, alors moi, je voudrais juste analyser. En fait, on a vu un Tige Benoît qui a été très 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 rapide vraiment sur la descente. Donc je veux dire que vraiment... on parle bien du concours de quand ils boivent la bière sur le podium là. Non, le Tige Benoît c'est le meilleur sur le podium, mais on parle pas de la bière sur le podium. Ah, mais c'est pas ça la course? Non, la course c'est la course de vélo avant. Le podium c'est que pour les gagnants, la bière, l'Amstel. Ok, mais celui qui finit la bière en premier, il a pas gagné? Non, ça n'a rien à voir ça. Ok, d'accord. Bon bah pardon. Mais la course était chouette, ouais. Moi j'adore l'Amstel. C'est entre les Ardennaises et les Flandres parce que c'est un peu une course ardennaise dans les Flandres quoi. Mais incroyable, beau parcours et on a eu une belle surprise quoi. C'est que Van Der Poel il levait pas les jambes et mais juste restait tranquillement quoi. Il a dit à l'arrivée, je sais que je ne peux pas tout gagner. En vrai, s'il gagne pas ce week-end, c'est-à-dire qu'il voulait gagner le week-end prochain. Donc c'est-à-dire qu'il voulait gagner Liège. Donc moi je me fais pas de soucis pour Van Der Poel effectivement. En plus, la course était très très dure dès le départ. Van Der Poel a loupé le bon coup. Il s'est fait piéger. Pour une fois qu'il se fait piéger, que d'habitude il a tout contrôlé bien. Les dernières courses elles sont parfaites. Mais Là il se fait piéger. En vrai c'est pas fait piéger parce qu'en fait dans le Kreuzberg il est devant avec ses équipiers. Et en fait tout le monde se rend compte que si il y va pas alors qu'il avait annoncé l'année dernière à Pogacar, si tu veux gagner l'Amstel, il faut attaquer dans le Kreuzberg. Et là, dans le Kreuzberg, il est resté devant, il attaquait pas. Donc ses adversaires, ils se sont rendus compte qu'il avait peut-être pas les jambes. Et du coup, c'est Marc Hirschi qui va attaquer en premier. T'as Pidcock qui fait l'effort d'ailleurs assez intelligemment parce qu'il le fait dans une partie sinueuse de l'ascension. Et du coup, il peut revenir plus facilement. Et après, il peut prendre le temps de se ravitailler quand il revient dans les roues. Et il y a un beau groupe qui sort. Il y a une course incroyable de Paul Lapera qui a fait la course à l'avant, qui est parti même super, en amont. Ouais. Il avait anticipé, tu vois. Il fait 5 au final, mais il a fait une course de gazier. Le mec, il est parti super loin. Il s'est fait rattraper du coup par le contre avec notamment Benoît, Bilbao, Pidcock. Van Sevenant, c'est les plus grands, il y avait Bauke Mollema, il y en avait d'autres, mais un groupe de 14 à peu près qui arrive, et il y avait 3 Français dedans, parce qu'il y a Madouas aussi qui est rentré avec le Français de la Arkea Samsic, Arkea BNB Hotel, Kevin Vauquelin. Donc franchement, on a vu du Français à l'avant, mais Pidcock a très bien géré sa course. Non mais ouais, moi j'ai trouvé que c'était une belle course. Alors pour être honnête, j'ai regardé le résumé le soir. J'avais besoin de couper ce week-end là après un mois et demi de folie. Je sais pas si vous avez suivi LTDG sur les réseaux, mais on n'a pas arrêté. Je crois qu'on était à 27 jours sur des courses, des événements en un mois et demi. Du coup, on était mort. Mais j'ai quand même regardé le résumé et j'ai quand même vu ce beau groupe de 9 qui est parti. Cette très belle course, cette surprise de ne pas avoir Van Der Poel. Un peu de suspense, ça fait plaisir. Et voilà aussi 3 Français dans le top 10 avec Paul Lapera qui a fait une course exceptionnelle. Juste Paul, ouais, non mais c'est incroyable. 5ème. Parce que même il y a un moment où il y a le groupe de 4, donc en fait c'est le 14 c'était un peu beaucoup pour collaborer, et en fait t'as ce moment un peu fatidique. En gros, Van Der Poel n'avait plus d'équipier, il n'y avait plus personne derrière. Van Der Poel, en fait, il faut savoir qu'il a rien fait, il est juste resté derrière. Il a dit j'ai pas les jambes, je peux pas tout gagner, il l'a dit hein. Et là, du coup, il a juste fait le choix de rester dans le peloton en espérant que ça rentre. Et d'ailleurs, il y avait la IF bien représentée avec des Ben Illy qui avaient raté le coche, avec des Michael Friedrich Honoré qui était dans le coup devant avec Paul, mais qui a lâché, contrairement à Paul Lapera, et qui du coup est revenu dans le peloton. Et du coup, ça roulait super fort pour le Van Der Berg. Ouais, le peloton arrive qu'avec 11 secondes de retard quand même. Donc, ouais, parce que ça c'est pas loin. Ça s'est énormément regardé, tu vois, si tu veux. Mais en gros, du coup, tu te rends compte que la IF, ils ont fait un beau boulot, mais ils reprenaient rien. Et dans un virage, en fait, à la sortie d'un mont, t'as Van Der Berg qui va dans les barrières. Et du coup, là, pour moi, c'est un peu le tournant parce que du coup, l'équipe doit tout le peloton ralenti vu que l'AIF roulait par Van Den Berg. Donc voilà. Après, juste devant, ça a super bien joué. T'as Pidcock, Hirschi, Benoît et Van Sevenant qui sortent. Et dans le monde d'après, Paul Lapera, qui avait fait déjà la course à l'avant plus que les autres, essaye de ressortir en solo. Il vient buter à 8-9 secondes. Et du coup, après, il revient, il se refait prendre derrière. Et on peut voir qu'il est fort parce qu'il a quand même battu le sprint du deuxième groupe. Et après, Paul Lapera. Mais après, bon. Il est dans le premier groupe, là.
Il les a- Non, mais le truc, c'est qu'ils sont rattrapés dans le dernier kilomètre, Oui, en gros. oui. Donc, Il est là dans le premier groupe, quoi. Donc il fait pas le sprint du deuxième groupe. si, en fait, il lance le sprint du deuxième groupe et il va récupérer le premier groupe sur la ligne. Ah, ok. Et d'ailleurs, c'est Maury Van Sevenant qui lance le sprint devant en se disant, bah, vu ma pointe de vitesse, je préfère faire 4 que 9. D'ailleurs, Et du coup- Maury, top 1 des coureurs qui bouge le plus sur le vélo. Quand je le voyais, mais il se balance de tous les côtés quand il attaque. Ça me fait à chaque fois marrer. Ouais, Et, mais c'est efficace. Ouais, c'est efficace. Mais bon, sans parler de ça, c'est que oui, effectivement, il avait la moins bonne pointe de vitesse. Du coup, il lance le sprint. Et bah, Tom Pincock a parfaitement géré, tu vois. Et ça fait plaisir aussi de voir, j'ai envie de le dire, de voir Marc Hirschi aussi à ce niveau. Parce qu'il est souvent critiqué en mode étoile filante et tout. Là, il était pas loin de remporter une superbe victoire quand même. Ouais, même sur la ligne, hein, il revient vraiment pas loin. Même j'étais impressionné par la pointe de vitesse de Thijs Benoot, qui était pas si loin de sauter Pidcock, qui était le plus rapide, hein, forcément. Puis Pidcock, les photos finish à l'Amstel, il connaît déjà en 2021 avec Wout van Aert. D'ailleurs, il l'a dit en rigolant en conférence de presse. C'est la deuxième fois que je remporte l'Amstel. Ouais, parce que on se rappelle, c'était en 2021. Ouais. Mais oui, effectivement, et à ce moment-là, en 2021, il s'était fait sauter sur la ligne par Wout van Aert. Et du coup, là, enfin, il gagne l'Amstel. Et très content, ça fait plaisir parce que Tom, finalement, je crois que c'est que sa 4e victoire professionnelle. Et en fait, c'est dur d'exister quand t'as des Van Der Poel, quand t'es dans le même registre qu'un Van Der Poel, qu'un Van Aert. C'est dur d'exister. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, ça fait toujours plaisir de prendre des victoires comme ça. Bah ouais, c'est clair que. Mais bon, l'Amstel, ça lui a toujours réussi. Pidcock, c'est sa 5e victoire professionnelle. Pidcock, c'est un mec qui a tout gagné chez les espoirs, chez les juniors. Moi, je pense qu'il commence un peu à faire de plus en plus de routes. Peut-être qu'il sera à un meilleur niveau plus tard, mais c'est clair que. Ouais, quand t'es dans le même registre que des Van Aert et des Van Der Poel, c'est dur d'exister, mais pour tout le monde, c'est pour ça que j'ai kiffé cette course parce que pour moi, c'est la première fois de la saison où j'étais devant ma télé et que j'avais vraiment ce sentiment de me dire qu'est-ce qui va se passer, quel groupe ils étaient 11, à la base ils étaient 14 et après ils étaient plus que 9, mais il y avait vraiment ce groupe devant et tu t'es dit ok, la gagne se joue devant, mais t'avais quand même genre 30, 40, 50 secondes avec le groupe de derrière, avec la IF qui roule. Donc toi tu te dis ouais, peut-être ça revient de derrière, et c'est la première course, il y avait vraiment du suspense et on l'a senti directement. Van Der Poel, il a pas bougé d'un cachou, il était vraiment keblo. Et donc du coup ça a ouvert. Il a dit je peux pas tout gagner. Et comme je dis tout à l'heure, si celle-là il l'avait pas, à mon avis, s'il a pas attaqué, c'est qu'il l'avait pas coché, parce qu'on connaît le panache de Van Der Poel. S'il coche une course et qu'il se fait piéger et il serait parti là, je pense qu'il avait pas les jambes, qu'il l'a fait en préparation de Liège-Bastogne-Liège. Tu sais que je suis pas d'accord avec toi là-dessus, parce que un gars comme Van Der Poel, il coche pas de course. Enfin, bien sûr qu'il coche des courses, mais il veut tout gagner. Et s'il prend le départ de l'Amstel, c'est qu'il veut gagner l'Amstel. Il a déjà gagné. Je suis pas sûr. C'est la course qu'il a révélée. On s'en souvient avec son final incroyable où il vient rattraper dans le final Katko et Alaphilippe. Ce final qui est incroyable d'ailleurs. Mais ouais. Non, pour moi, s'il prend le départ d'une course, c'est qu'il veut la gagner. Aujourd'hui, il avait pas les jambes et il est resté tranquillement derrière. Peut-être qu'il y a quelques années, on aurait vu attaquer de loin, même s'il avait pas les jambes, nous faire une fringale et terminer 150e. Mais bon, là, il est resté dans le peloton, il fait 22e, je crois. Mais voilà, après, moi, je voulais aussi parler de Cosnefroy, qui s'était fait piéger par le jeu d'équipe, du coup, par Paul Lapérin, mais était quand même très en forme, parce que dans le deuxième groupe, quand ça réattaque dans la côte, bah lui aussi, il va contrer un petit peu un Schkelmose qui avait essayé d'accélérer. Donc ouais, Cosnefroy est très en forme, et c'est bon signe pour les Flèches Wallonnes et la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège qui arrivent. Donc ça, c'est cool de voir les Français, tu vois, 3 dans le top 10 sur une... Ouais, mais 3 dans le top 10. Ensuite t'as Romain Grégoire qui fait 12, donc qui fait 3ème du sprint du peloton. Cosnefroy 16. Je descends un peu plus bas, tu vois, t'as des... Bon, après c'est le peloton, donc on va pas en parler, mais tu vois, ça fait beaucoup de Français en forme, des bons punchers pour des flèches wallonnes, pour des Liège. Et puis surtout, petite dédicace, Pache, tu sais que quand t'as Paché, mec, c'est son meilleur résultat en World Tour. 8ème sur une course comme ça, c'est genre trop fort, il était trop en jambes et... J'ai vu son post Instagram, il a dit Amstel is good, but I prefer la chouffe. ça m'a fait rire, parce que c'est des marques de bière. En vrai, toi, l'Amstel, t'aimes bien ou pas? La bière? Ouais, moi je suis pas fan, elle est un peu trop légère, je trouve. Moi j'aime pas du tout, mais bon, ils sponsorisent une très belle course, donc je suis obligé de les aimer. Ouais, pour moi si je vais au bar, je prends une Amstel, c'est que c'est la fin du mois que j'ai plus. Ou alors que c'est le dimanche de l'Amstel Gold Race, tu vois. Non mais là il y a un vrai débat, mec, je pense. Ouais. Moi, je propose que le débat, l'IPA, je propose que le débat on le fasse en off et qu'on passe directement au débat de LTG. Qui pour remporter Liège-Bastogne-Liège? Il est 10h30, on va aller s'ouvrir. Non, y a pas une Amstel, on va faire une dégustation à l'aveugle. Mec, on aurait dû faire ça sur Insta. Tu sais, les dégustations à l'aveugle où tu dois deviner quelle bière tu bois. Ouais. Allez, c'est parti. Donc Grégoire, le week-end prochain, c'est le 4ème monument de la saison, Liège-Bastogne-Liège. Ça notera aussi la fin des Ardennaises.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la start list, sachant qu'il y a 2 énormes favoris, Van Der Poel pour la Alpecin de Koninck et Tadej Pogacar pour la UAE Team Emirates. Est-ce que la victoire va jouer entre les deux ou il peut y avoir des surprises avec notamment des Benoît Cosnefroy, des Tom Pidcock en forme? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que Pogacar va gagner Liège-Bastogne-Liège 2024, que Van Der Poel va pas terminer dans le top 10 quasiment. Je sais pas. En fait, vu la performance qu'il a fait là, moi ça me remet tout en question et je me dis que peut-être. Ouais, en fait, c'est le premier gros test pour savoir. Déjà, s'il arrive à faire un bon résultat sur Liège, on pourra se dire, imagine, c'est un gars qui est capable de gagner les 5 monuments. Mais moi là, déjà, Liège cette année, pour Van Der Poel, c'est l'année ou jamais. Comme c'est Ton Boonen qui le dit, hein. C'est l'année ou jamais parce que y a beaucoup d'absents avec toutes les chutes qu'il y a eu en ce début de saison. T'as un grand archi favori qui fait figure d'épouvantail, c'est Tadej Pogacar pour moi. Pour moi, moi je suis d'accord, Pogacar est plus favori que Van Der Poel parce que là, Pogacar, contrairement aux années d'avant, il est discret. Et à mon avis, il va venir sur Liège en pleine bourre parce que le Giro arrive et que le Giro c'est son premier gros objectif. Donc là, à mon avis, le Poggi, il est déjà en pic de forme. Et on l'a vu qu'il a réussi à gagner un Tour des Flandres. Alors un Liège qui grimpe plus qu'un Tour des Flandres, ça devrait pas lui poser de soucis, non? Ouais, bah oui, de toute façon, oui, Pogacar est archi favori. Mais tu vois, pour moi, il y a Pogacar 5 étoiles et après, t'as pas mal de petits mecs à 4 étoiles, notamment des. Non, pour moi, Van Der Poel est quand même au-dessus de tous les autres petits mecs. Pour moi, il y a Pogacar en 1, Van Der Poel en 2 et les autres. Mais non, parce qu'en fait, Van Der Poel, il est pas sur son terrain là. Mec, il est pas sur son terrain. Et pour moi, Van Der Poel, je le mets 4 étoiles. Je le mets 4 étoiles avec des Pidcock. Benili, je le mets même pas dedans parce que Benili, on a vu qu'il était pas très en fort à l'Amstel. Mais pourquoi pas un Charman? Pourquoi pas un Tish Benoît? Vrai débat. Benili, est-ce qu'il peut devenir une étoile filante? Non, je pense pas. La saison est encore longue. L'année dernière, il a brillé en début de saison, mais bon, là, s'il a changé ses objectifs, tu peux pas dire ça. Là, il a travaillé en fait pour Van der Berg sur l'Amstel, donc on peut pas vraiment savoir. Mais je pense pas qu'il va devenir une étoile filante, vraiment. Par rapport au début de saison qu'il a fait l'année dernière, il est transparent. Skelmoseux aussi, je le mets 4 étoiles, Skelmoseux. Voilà, puis on en verra déjà, je pense, un peu plus clair après la flèche pour savoir qui y aura qui seront les outsiders. Et il me semble pas que Pogacar prenne le départ de la flèche. J'arrive pas à trouver. Et il y a les meilleurs grimpeurs du monde, et il y a Pogacar qui est le meilleur grimpeur du monde, et après t'as Van Der Poel qui est un peu électron libre et qui peut nous faire un beau spectacle. Mais tu vois, Van Der Poel s'est fait une course difficile et qui fait tout péter et tout ça. Comme il peut faire l'année dernière, cette année il court beaucoup plus intelligemment, mais l'année dernière il peut faire des gros dégâts et on peut avoir une surprise. C'est là où t'as pas compris. Van Der Poel, il va plutôt être dans une situation entre guillemets, moi je le vois plus en défensif. Pour moi, il a plus le rôle du sprinter qui passe très très bien les bosses, qui s'il arrive dans un groupe de 10, il est archi favori. Donc il va, à mon avis, plus s'accrocher et ça va être plus justement des Pogacar, des Pidcock, des Yates qui vont essayer justement d'attaquer de loin pour et durcir la course pour que Van Der Poel craque. De toute façon, une course où il y a de la montagne, ça se court à 150 coureurs et à la fin c'est tout le temps Pogacar qui gagne. C'est une vraie étape de montagne, hein, c'est Liège, ouais, mec, c'est que des petites ascensions, tout ça, mais. Non, mais pour moi, Pogacar est archi favori et Pogacar va gagner parce que si Pogacar gagne pas Liège, et bah ça remet en cause toute sa préparation avant le Giro. Donc, non, ça remet pas tout en question si Pogacar gagne pas Liège. Si, Grégoire, Pogacar, il est quoi? Ses objectifs, c'était Liège, le Giro, le Tour de France. Non, mais d'accord, mais. Donc ça remet en cause. Tout peut arriver sur une course comme ça, tu peux te faire piéger tactiquement, il y a beaucoup de tactiques. Je suis d'accord, tout peut t'arriver très bien, mais on disait pareil sur Roubaix et sur Tour des Flandres, tout peut t'arriver. Et en fait, c'est quand même Van Der Poel qui a gagné parce qu'il avait la meilleure préparation et qu'il a couru très intelligemment. Effectivement, tout peut arriver, mais pour moi, Pogacar, normalement, ne doit pas perdre Liège-Bastogne-Liège. Et c'est pas ne doit gagner, c'est ne doit pas perdre. Non, mais je suis d'accord, il ne doit pas perdre Liège-Bastogne-Liège, mais tu peux pas dire que si Pogacar dimanche prochain ne gagne pas Liège, ça veut dire que Pogacar a raté sa préparation. Il a raté son premier objectif de la saison. Oui, donc ça, on verra après sur les jours. Mais ça remet pas en cause sa préparation. S'il fait une erreur tactique, physiquement. Non, mais si je te dis s'il perd la jambe, je te dis pas s'il tombe du vélo, je te dis s'il perd la jambe. C'est-à-dire qu'il est pas. Ça dépend, tu vois. En vrai, je pense s'il arrive pas à lâcher Van Der Poel, c'est chaud. Mais oui, voilà. Donc, mais ça remet pas en question sa prépa. C'est que Van Der Poel peut-être très fort aussi. S'il a pas les jambes, c'est qu'il y a un problème à 2 semaines du Giro. Pour moi, c'est pas un problème, c'est qu'il a raté un objectif. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos petits Français? Grégoire, Godu, Cosnefroy. Ouais, je pense que c'est toujours le problème, quoi. Sur des courses de World Tour, ça va. Sur les monuments, c'est tellement haut la concurrence et des gars comme Van Der Poel et Pogacar les ciblent. Donc quand ils ciblent une course, ils la gagnent. Et c'est ça qui fait le problème. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Moi, j'attends un Quentin Paché vraiment fort.
À voir aussi le niveau de Godu là qui a bien marché dans le Jura. Donc j'attends aussi un David Godu qui confirme son retour à un état de forme convenable. Parce que rappelons que c'est que le Tour du Jura, hein, il n'était pas sur l'Amstel. Et Cosnefroy, je l'attends bien sûr sur la flèche wallonne. Mais je pense que ça va être beaucoup plus dur parce que ça grimpe beaucoup plus sur un Liège. Et toi? Cosnefroy, tu le vois bien sur la wallonne? Ouais, ça peut lui convenir, mais le Bah, problème, ça, c'est que c'est la le- wallonne, c'est le meilleur puncher qui s'impose. Mais oui, Et mais. à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas sûr. Bah, il fait partie des meilleurs punchers du monde en vrai. Non, mais il peut gagner. Il a plus de chances de gagner la flèche wallonne que Liège-Bastogne-Liège, Grégoire. Largement. Attends, Ouais, si tu me dis que Van Der Poel n'est pas assez bon grimpeur pour gagner Liège, alors Cosnefroy, il n'est pas non plus assez bon grimpeur, Grégoire. Cosnefroy, mec, il Mais grimpe grimpe bien, il mieux, grimpe mieux que Van Der Poel. Hein. Bah, pas sur une course, pas sur un jour. Sur un grand tour peut-être, mais pas sur un jour. Je sais pas, en tout cas, c'est des courses qui sont très ouvertes. Moi, je suis impatient de voir la flèche la mercredi parce que y a pas d'archi grand favori, tu vois. Ah, il y a le Cerf, William Le Cerf. Mec, je suis désolé, la Soudal Quickstep. Heureusement que Van Sevenant était devant à l'Amstel, mais là, ça fait peur sur les classiques belges. Hein. Et en plus, là, il comptait sur Remco comme d'hab. Lefebvre, il était là en mode ouais, mais Remco, vous inquiétez pas, suffit qu'il gagne à Liège et ça va être réussi. Et ben là, mon gars, bon courage, les amis, pour aller gagner à soit la Flèche, soit à Liège. Ouais, je suis d'accord. La Soudal Quick Step, ça va être un peu chaud sur ces classiques et vraiment, l'équipe est honnêtement décevante. Mais bref, une belle start list et je pense un beau combat qui va avoir lieu sur Liège-Bastogne-Liège, le 4e monument de la saison. Du coup, ton favori, peut-être tu peux. Et nous, on y sera avec le team Total Energy en inside sur cette course. Donc, toujours suivez ça sur nos réseaux sociaux, LTDG tiré du bas sport. Mais j'ai hâte de suivre cette course. C'est la première fois qu'on y va et je pense que ça va être une ambiance de malade. Grégoire, si t'avais un favori à donner, ce serait qui? Moi, ce serait Tadej Pogacar va gagner. Tadej Pogacar va gagner, on est d'accord là-dessus. Et je pense que tu demandes à 90% des personnes, ils disent tous Tadej Pogacar. Je suis allé voir les cotes, c'est Pogacar qui est archi favori. Mais on va pas s'éterniser plus longtemps. Gros, je te passe qu'on passe à la prochaine rubrique, les infos en vrac, avec pas mal d'infos en vrac, notamment sur les bilans médicaux. Let's go. Alors, on est parti, Grégoire. Première info, Lenny Martinez à la Bahrain Victorious, ce serait déjà acté. Ça serait 2,5 millions d'euros sur 3 ans. Énorme. En gros, la Groupama FDJ pourrait pas s'aligner. D'un point de vue sportif, je trouve ça dommage. Pour Lenny, c'est bien. Ouais, non, mais on est d'accord. De toute façon, là, on va pas s'éterniser sur les trucs, c'est que on vous Non, donne mais l'info, je trouve c'est ça- il y a pas de débat. De toute Je façon, trouve ça hypocrite, les gens qui disent ouais, il va pas aller à la Bahreïn, nanana. En vrai de vrai, mec, à 20 ans, tu prends un peu de recul, on te propose un contrat qui te met bien pour 2 générations. C'est compliqué de dire non pour lui, non? Enfin, je sais pas, en plus t'arrives dans une équipe qui a des moyens et donc voilà. Bon, moi je trouve ça un peu hypocrite. De non, mais on dire verra. que Mais en c'est pas un plus, bon choix. s'il marche à la Groupama FDJ, il continuera de marcher à la Bahrain Victorious. Donc, je pense que voilà, un choix qui est controversé. En plus, l'équipe Bahreïn, c'est pas l'équipe la plus populaire. Mais bon, il y a 2,5 millions d'euros à la clé. Il y a un projet sportif assez costaud quand même. Tu vois, tu t'arrives dans une énorme équipe avec des Maoric et tout. Donc non, je comprends complètement son choix. Deuxième info, Vingegaard qui est toujours en soins intensifs après sa chute au Pays Basque. Et son père n'a toujours pas de nouvelles de son fils et il a même pris la parole à la presse. Ouais, donc en gros, j'ai pas voulu lire la citation, mais en gros, il a dit qu'il a toujours pas de nouvelles de Jonas et que c'est pas normal et qu'il s'inquiète énormément. Qu'il a que des petites mises à jour sur son état de santé, mais pas d'appel avec son fils, donc pas de contact avec l'équipe, c'est un peu compliqué, je pense. Il a pas pu aller le voir, ouais. Troisième info, Julien Alaphilippe qui a couru avec un genou fracturé, exactement. Lui, effectivement, c'était sur du coup, je sais plus après les Strade Bianchi, il avait un genou fracturé. Il a continué d'aller rouler. Il a dit je sentais qu'un truc n'allait pas avec l'équipe médicale. On a décidé de faire des examens. Ils m'ont montré que j'avais une fracture de la tête du péroné, donc au genou. C'est comme une grosse gêne plus que quelque chose d'insupportable. Les docteurs m'ont dit qu'avant les classiques flandriennes, c'était à moi de prendre la décision. Et il a dit qu'après, c'était la tête qui avait décidé à la place du genou, mais que du coup, il voulait pas, encore une nouvelle fois, que toute la presse lui dise qu'il a trouvé des excuses pour pas être en forme. C'est chose que la pression médiatique le pousse à faire, quoi. Donc c'est... Ouais. Moi, je m'inquiète un peu pour Julien. Après, pas facile de... Même quand on est à ce point-là, que t'as peur des médias au point de pas dire que t'es blessé et aller rouler, c'est compliqué. Et que, ouais, je sais pas. J'espère que ça va bien aller pour lui la suite. J'espère. Voilà, Steph Kras qui a pris la parole lui aussi après la chute, en expliquant ce qu'il avait ressenti au moment de la chute sur le Pays Basque, hein, toujours l'énorme chute qu'il y a eu avec tous les blessés là où Remco, Roglic et Vingegaard sont tombés. Il a dit, Steph Kras du coup du team Total Energy, j'ai eu la peur de ma vie, je n'ai pas pu respirer pendant 30 secondes, je n'avais plus qu'un seul poumon qui fonctionnait.
J'ai compris en voyant le bloc de béton qu'à 20 cm près, je serais mort. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est chaud d'entendre ces mots. C'est presque aussi choquant que les images. Les mots font aussi peur que les images. Donc voilà, notez que c'est Lennart Kamna est lui aussi sorti de soins intensifs. Mais waouh, ça calme et on n'oublie pas que le vélo, ça reste un sport où tu mets tout le temps ta vie en danger et que ça va très très vite. Juste, vous voulez rajouter la décision de l'ASO là, pour les classiques ardennaises pour Liège et la Flèche Wallonne, c'est que les filles vont partir après les garçons. Donc impatient de voir ce que ça va donner, s'il y aura beaucoup de monde qui vont rester au bord des routes pour voir les filles passer après derrière. En tout cas, moi je trouve ça génial et j'espère que ça va avoir les résultats que tout le monde attend. Donc ça, je trouve que c'est vraiment trop trop cool. Ouais, c'est bien pour le cyclisme féminin. Du coup, tu vois, si tu sais que les femmes arrivent après, tu vas rester sur le bord de la route et forcément. Dernière info, Grégoire Wout van Aert qui est forfait pour le Giro, c'est Christophe Laporte qui va le remplacer. Voilà. Grand Tour de France de Wout van Aert. Grand Tour de France de Wout van Aert, du coup, après sa chute, lui, à travers les Flandres, fin avril. J'espère qu'on le verra là-bas en tout cas. Et sur toutes ces nouvelles, pas forcément très, très, très bonnes, enfin, un peu tristes, avec beaucoup de chutes, on va passer sur l'actu full gaz avec un E, et on va aller voir les femmes. Ce qui s'est passé chez les femmes, t'es chaud, Greg ? Allez, let's go. Donc quelques petites courses cette semaine pour les femmes, à commencer avec la Flèche Brabançonne au féminin, avec une victoire de Elisa Longo Borghini devant Demi Vollering et Alexandra Mandli pour la Jake Walula. Qu'est-ce que t'en penses, Grégoire ? Longo Borghini qui s'offre une petite Longo Vollering, pardon, c'est quand même pas mal et ça conforte un peu l'idée que l'équipe qui fait la meilleure saison des classiques, c'est tout simplement la Lidl Trek. Ouais, sachant que la SD Works a quand même gagné sur Roubaix, Grégoire. Oui, d'accord. Ils ont gagné une classique. Le reste, c'est un monument. Le reste, plus c'est une classique. Oui, c'est le Lidl Trek, quoi. Lidl Trek est une équipe très très forte et ouais, Elisa Longo Borghini avec Demi Vollering et du coup arrive à lâcher Marianne Vos et du coup Vollering s'impose au sprint devant Demi Vollering à l'arrivée. Longo Borghini s'impose devant Vollering. T'avais dit Vollering s'impose devant. Et du coup, Alexandra Mandli, l'Australienne, elle règle le sprint du peloton pour la 3e place. Donc une superbe course. À noter la belle performance de notre Française, la championne du monde junior Julie Bigot, qui vient chercher une 11e position. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est de bon augure pour la suite. Elle est encore très jeune, donc on aura la chance de la voir briller un peu plus dans les prochaines années, je pense. Il y avait une course, dans notre région, une course féminine avec le Grand Prix féminin de Chambéry, une course 1.1. Et c'est deux Shaper qui s'est imposé pour l'AG Insurance devant la française, la locale, du coup, qui habite Grenoble, et Vita Music de la FDJ Suez, et devant Erika Madiani de l'UAE Développement. Donc voilà, une course qui était à suivre, une course dans notre région. Et puis il y a aussi la grosse course de la semaine, c'était l'Amstel Gold Race, pardon. Et qui c'est qui s'est imposé chez les femmes ? On a assisté à quelque chose qui me fait toujours bien rire. Quand t'es Lorena Webus qui fait 2e, elle perd devant Marianne Vos et c'est Ingvild de Gaskirchen qui vient compléter le podium. Mais on a assisté à quelque chose de très drôle. À déjà une Lorena Webus qui grimpe de mieux en mieux, qui passe très bien les bosses et qui du coup s'est accrochée dans le groupe de tête. Donc ça arrivait à un petit peloton au sprint, emmené par Demi Vollering pour éviter les attaques. Lorena Webus, la plus rapide, à 50-100 mètres de la ligne, 50 mètres de la ligne, elle lève les bras parce qu'elle a gagné. Elle se fait sauter par Marianne Vos. Un petit péché d'orgueil qui coûte cher, je trouve, quand même à la SD Works Pro Time, qui domine pas autant que les dernières, les classiques, on en parlait. Ouais, les victoires, autant l'année dernière, elle pouvait se permettre de faire une erreur comme ça. Cette année, vu qu'elle gagne pas tout, dès qu'elles peuvent gagner, il faut qu'elles gagnent. Et une erreur comme ça, ça te prive d'une victoire, d'une très très belle course, bêtement. Donc dans le jargon, on dit qu'elle a fait une Alaphilippe, quoi. Ouais, dans le jargon, on dit qu'elle a fait une Alaphilippe. Et bon, c'est pas grave parce que là, de toute façon, il y a les grosses Ardennaises qui arrivent avec la Flèche Wallonne, je crois que c'est mercredi, et Liège-Bastogne-Liège dimanche. Mais du coup, là, elles vont pas avoir le droit à l'erreur, la SD Works. Non, mais je les vois bien faire le doublé par contre. Tu vois, là pour le coup, je vois bien un doublé Vollering, net, propre, sans bavure. Même si la Lidl Trek est très forte, mais je pense que là, elles ont fini de rigoler et je pense que Demi va gagner Liège. Bon, alors, je pose même pas la question. Alors, t'as déjà donné la suite de ton résultat. J'allais dire à quoi s'attendre pour les prochaines séances sur la Flèche et sur Liège. Mais donc voilà, moi aussi, je pense que Vollering c'est le moment qu'elle se réveille, là, les grands tours arrivent, on se rapproche de plus en plus du tour, il faut que la forme monte parce que l'année dernière, ils avaient tout écrit, tout écrasé, et là, elle est un peu plus discrète quand même, Demi Vollering, et il serait temps qu'elle gagne. Moi, limite, je préfère quand c'est comme ça, comme je te parlais de l'Amstel ou
où au final il y a eu un vrai combat parce qu'il n'y a pas eu un mec qui a surdominé, bah cette année on prend aussi énormément de plaisir en regardant le vélo féminin parce que à chaque course on sait que le résultat va être un peu différent, même s'il y a des filles qui sont au-dessus, hein, les Longo Borghini, les Marianne Vos qui marchent bien, mais les demi-vollering, enfin l'Otto Kopecky, mais voilà, donc c'est quand même très très cool à regarder. En tout cas, impatient quoi, impatient des dimanches là, Bah, qu'on sera à même Liège, en train de même- bouffer des gaufres. Mais même mercredi, bon bref, vous allez suivre ça toute la semaine sur LTDG et on se fait le prochain épisode la semaine prochaine pour débattre de ces pronos. Mais ouais, une belle semaine de course qui arrive avant le Giro là, mais pour la fin des Ardennaises, on a hâte de suivre ça. Donc suivez ça, que ce soit sur le podcast l'année prochaine ou sur les réseaux de LTDG Sport. Et moi je vous dis une bonne semaine à vous et gros bisous. Bisous.